Accouplement cassé, problème d'hélice tribord, inondation de la salle des machines, retard de production ou encore immobilisation sur une longue période, voici les dernières péripéties qu'ont vécues les porte-aéronefs anglais de la classe Queen Elizabeth. Ces mastodontes, qui fournissent une capacité nouvelle à la marine anglaise, constituent depuis leur lancement une épine plantée dans le pied de la Royal Navy. Aujourd'hui sur Galibellum, la classe Queen Elizabeth, entre vecteurs de la souveraineté du Royaume-Uni, bijoux technologiques et problèmes mécaniques majeurs. Commençons par parler histoire. Pourquoi développer un nouveau porte-aéronef? Pourquoi faire le choix d'en construire deux? Et dans quel contexte s'inscrit ce programme? Depuis 1980 jusqu'en 2014, la marine britannique pouvait compter sur 3 porte-avions légers de classe Invincible, ayant chacun une masse de 22 000 tonnes. Ces porte-avions légers sont à la base conçus pour mener une lutte anti-sous-marine, essentiellement contre les sous-marins soviétiques dans l'Atlantique lors de la guerre froide. Il faudra attendre la guerre des Malouines pour voir cette doctrine changer dans une doctrine de projection de force plus classique avec une modification du groupe aérien que transporte la classe Invincible. Entre 2005 et 2011, les navires de cette classe sont progressivement retirés. Pendant 6 ans, la Royal Navy est alors dépourvue de porte-avions. Il faudra attendre 2017 pour voir entrer en service le HMS Queen Elizabeth et 2019 pour voir le HMS Prince of Wales être admis au service opérationnel. Si le dernier porte-avions de classe Invincible, le HMS Ark Royal, est mis en service en 1985, il est réfléchi dès 1998 à la construction de porte-aéronefs plus lourds qui permettront un emport de matériel plus conséquent. Tout comme la classe Invincible, les nouveaux PA, l'abréviation de porte-aéronef, dépendront d'aéronefs STOVL, c'est-à-dire qu'ils emporteront des avions à décollage court et atterrissage vertical. Lors du développement de la classe Queen Elizabeth, le gouvernement anglais a pris un revirement en 2010 et voulait 2 porte-avions à catobar, c'est-à-dire avec un système de catapultage et de brin d'arrêt. Finalement, un nouveau changement donna comme résultat une classe de porte-aéronefs sans catapultage qui devront opérer avec des F-35B achetés aux États-Unis contre des F-35C si le système catobar aurait été installé, mais cela aurait demandé des coûts de conversion faramineux, sans oublier le retard qu'accumulerait le programme qui coûtait déjà 6,2 milliards d'euros au gouvernement britannique. En juillet 2014, le HMS Queen Elizabeth est alors baptisé en grande pompe au chantier Babcock en Écosse. Le porte-aéronef devient alors le plus gros navire de guerre jamais construit en Europe, record préalablement détenu par le Charles de Gaulle, porte-avions français. En décembre 2017, le Queen Elizabeth est officiellement mis en service, et il faudra attendre 2 ans, soit décembre 2019, pour que le HMS Prince of Wales soit aussi admis au service opérationnel. Il faut savoir que l'arrivée de ces porte-aéronefs marque la reprise des capacités aéronavales anglaises, mais aussi un élan de modernité et d'ambition internationale. Car oui, dès l'entrée en service du Prince of Wales, le porte-aéronef devient le navire de commandement de la composante de la force de réaction de l'OTAN, et en même temps, le Queen Elizabeth assure aussi, ou peut assurer aussi de temps en temps, un autre rôle, le rôle de vaisseau amiral de la Royal Navy. La marine anglaise, longuement considérée comme la meilleure du monde, était jusqu'il y a peu, comme pas mal de pays européens, dans une période de restrictions budgétaires. Malgré cela, l'Angleterre aligne 2 porte-aéronefs qui permettront une continuité opérationnelle, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une unité théoriquement disponible, même si un des 2 porte-aéronefs est en maintenance. Passons maintenant à la partie caractéristiques. Commençons par parler des caractéristiques générales. La classe Queen Elizabeth, c'est 65 000 tonnes, une longueur de 284 mètres, une largeur ou un mètre-beau de 73 mètres et une vitesse moyenne de 25 nœuds, soit environ 46 km/h. Pour être propulsé à cette vitesse, 2 moteurs Rolls-Royce Marine Trent MT30 sont utilisés, complémentés par 4 générateurs diesel qui servent à propulser 2 hélices en bronze de 33 tonnes chacune pour un diamètre de 6,7 mètres.
Avec ses moteurs et les réserves de carburant embarquées qui sont de 8600 tonnes pour le navire, mais aussi pour les avions, la classe Queen Elizabeth a un rayon d'action de 18 600 km. Contrairement au porte-avions français Charles de Gaulle, le choix d'une propulsion conventionnelle est expliqué en partie par la crise économique de 2008, car une propulsion nucléaire coûte très cher à installer. Parlons des deux îlots que l'on peut voir sur les porte-aéronefs. S'il y a deux îlots, c'est car il y a deux tâches complexes à faire à bord. L'îlot le plus à l'avant du navire est l'îlot de navigation. On retrouve dedans tout ce qui permet de gérer le pilotage du navire, mais aussi les fonctions de commandement, et le second îlot gère quant à lui les opérations de vol, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux aéronefs embarqués, donc F-35 et hélicoptères, avec les appontages et les décollages. Pour donner 2-3 chiffres, l'îlot arrière pèse plus de 750 tonnes, pour une longueur de 32 mètres, une largeur de 21 mètres et une hauteur de 31 mètres. Le porte-aéronef ne propulse pas des avions normaux, mais avec des capacités STOVL, avec un tremplin qui permet de faire décoller des avions en les envoyant vers le haut, qui lui permet ensuite d'accélérer dans les airs, et non pas en bout de piste, comme sur un porte-avions à catobar style Charles de Gaulle. Ainsi, un avion décolle sur une piste de plus ou moins 200 mètres, et atterrit ensuite à la verticale sur le porte-aéronef. L'Angleterre se retrouve donc très limitée dans les aéronefs qu'elle peut emporter sur ses navires. Impossible par exemple d'emporter des E-2 Hawkeye qui donneraient une capacité AWACS projetable au groupe naval. Ainsi, à son bord, le Queen Elizabeth emporte des avions à décollage court et atterrissage vertical. Dans cette catégorie rentrent les Hawker Siddeley Harrier qui équipaient la classe Invincible, mais aussi les F-35B qu'emporte la classe Queen Elizabeth. En plus de ces avions de combat, les porte-aéronefs peuvent emporter des hélicoptères comme des EH-101 Merlin, des Whitcat HMA-2 qui sont une variante de l'AW-159 qui assure des missions de lutte anti-sous-marine, de reconnaissance ou de renseignement, et enfin des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache. Ainsi, chaque porte-aéronef a une capacité d'environ 14 hélicoptères et 40 F-35. Le porte-aéronef est une véritable ville flottante, avec à son bord entre 1450 et 1600 membres d'équipage. On retrouve un cinéma, 5 pièces qui permettent de faire de la gymnastique, une chapelle, des cantines, des installations médicales et 1600 couchettes réparties dans 470 cabines. Le port d'attache des deux navires est situé dans le sud de l'Angleterre, à Portsmouth. Si jamais vous prenez le ferry entre la France et l'Angleterre, vous aurez la chance de pouvoir passer très proche de la zone où sont amarrés les porte-aéronefs, et vous pourrez aussi voir une partie de la marine anglaise et son musée. Mais voyons maintenant l'armement d'autodéfense du navire et son électronique embarquée. Côté armement, on retrouve 3 systèmes d'armes rapprochés phalanx de 20 mm, contrôlés par radar et qui permettent de tirer 3000 coups par minute. Ils sont conçus pour la protection antiaérienne rapprochée du navire contre des missiles ennemis qui pénétreraient le groupe aéronaval. Mais les navires peuvent aussi compter sur 4 systèmes de mitrailleuses DS-30M Mark II de 30 mm et 6 miniguns modèle M134. Un armement qui peut sembler et qui est insuffisant, surtout dans le domaine de l'anti-aérien. On peut le comparer à son homologue français quand l'on voit que le porte-avions français Charles de Gaulle est équipé de 32 missiles Aster 15 répartis dans 4 systèmes de lancement verticaux qui sont complétés par des narvals et plusieurs canons F2 de 20 mm. On voit quand même qu'un effort a été réalisé quant à la protection minimale du porte-avions, même si celui-ci est théoriquement sous la protection de son groupe aéronaval. Armement qui paraît encore plus dérisoire si on le compare à la classe Nimitz de l'US Navy, avec des RIM 162 qui sont des missiles solaires moyenne portée, des Sea Sparrow qui sont aussi des missiles de défense anti-aérien, cette fois-ci contre les missiles balistiques, des phalanx comme sur les porte-aéronefs britanniques, des RIM 116 qui complètent les phalanx pour la défense anti-aérienne rapprochée du navire, ou encore des mitrailleuses MK38 de 25 mm. D'un point de vue électronique, on retrouve sur la classe Queen Elizabeth un radar longue portée Thales, le S1850M, qui est aussi installé sur les frégates Horizon françaises. Le S1850M est un dérivé du système SMART-L, et ce radar 3D multifaisceau permet entre autres une surveillance air et surface à longue distance, mais aussi à désigner des objectifs. Le S1850M pourrait suivre jusqu'à 1000 cibles aériennes à une distance d'environ 400 km maximum. Ensuite, on retrouve comme radar moyenne portée le radar de chez BAE Artisan 3D EF-Bend qui permet le suivi d'un aéronef entre 20 et 200 km. Ok, maintenant on en sait un peu plus sur les deux bêtes de la Royal Navy.
Mais si vous suivez un peu l'actualité militaire, vous avez pu voir passer de grands événements autour de ces porte-aéronefs. Tout d'abord, tout ce qui est relatif aux problèmes majeurs de la classe, mais surtout au Prince of Wales. Et ensuite, une annonce qui laisserait croire que les porte-aéronefs pourraient être modifiés pour avoir un système Catobar. En effet, depuis 2022, le HMS Prince of Wales est la proie de problèmes majeurs. En août 2022, seulement quelques jours après son départ de Portsmouth pour des entraînements en commun avec des navires de l'US Navy, le navire britannique est tombé en panne suite à une défaillance de la ligne tribord qui relie les machines à l'hélice. Cette défaillance a eu lieu au large de l'île White et a été prouvée par des plongeurs militaires. Le Prince of Wales n'a donc pas pu mener l'exercice et a dû être remorqué vers le chantier naval de Rosyth pour réparation. Depuis cet événement, le porte-aéronef serait en maintenance et devrait alors reprendre du service en automne 2023, soit plus d'1 an après le problème technique. Mais paraîtrait-il que les réparations avanceraient bien, et une remise en service devrait arriver avant le début de l'été, mais on est déjà en juin. Des expertises et des études menées en parallèle sur les arbres d'hélice du Queen Elizabeth ont cependant, d'après la Royal Navy, prouvé que le problème d'hélice n'est pas à l'échelle de la classe, mais propre au Prince of Wales. Malgré tout, une immobilisation d'1 an met en avant un problème récurrent. En attendant, les coûts de réparation sont estimés à plus de 20 millions de dollars, voire 30 millions selon les sources. On peut même remonter avant l'échec d'août 2022. En décembre 2020, le Prince of Wales avait subi de graves inondations alors que le navire était amarré. Cela a été expliqué par des tuyaux défectueux. L'inondation avait été telle que l'eau coulait sous les ponts, dans les escaliers et proche des armoires électriques, en inondant aussi un des compartiments moteurs. D'après Military Watch Magazine, les problèmes concernent l'ensemble de la Royal Navy. Ainsi, en 2021, seulement un navire des 6 type 45 était opérationnel, soit un taux de disponibilité de 17%. Sans oublier aussi le F-35B, qui a une valeur estimée de 130 millions de dollars. Et un exemplaire serait tombé en mer en décembre 2021, proche de Chypre, alors qu'il opérait depuis le HMS Queen Elizabeth. Attention cependant, certaines rumeurs disent que le Prince of Wales serait en cours de démantèlement pour fournir en pièces détachées son homologue, le Queen Elizabeth. Information invérifiable et démentie par la marine anglaise. Le 3 juin 2023, un colonel de la Royal Navy, le colonel Kelly, aurait dans une interview dit qu'il est question pour la Royal Navy de transformer progressivement les 2 porte-aéronefs en porte-avions Catobar. Donc, fini les décollages courts et atterrissages verticaux pour laisser place à un décollage par catapultage et un atterrissage avec l'aide de brins d'arrêt. Entre autres, cette amélioration permettrait de faire décoller des petits AWACS, mais aussi des avions maritimes standards comme des Rafale M, mais aussi des F-35C. La transformation devrait se faire progressivement, tout d'abord passer de la configuration STOVL en STOL, donc décollage et atterrissage court, puis ensuite de STOL à STOBAR, qui veut dire que les avions décolleraient grâce à un tremplin sans catapultage, mais atterriraient grâce à des brins d'arrêt. Ça serait une transition économique qui permettrait ensuite d'aller vers le CATOBAR, c'est-à-dire rapidement catapultage et brins d'arrêt. Même si la conversion coûterait assez cher, elle permettrait aux Anglais d'acheter des avions moins chers, mais aussi d'augmenter la distance franchissable des avions embarqués, car oui, un atterrissage à la verticale demande beaucoup de carburant. Et voilà, on en a dit beaucoup sur la classe Queen Elizabeth, une classe de porte-aéronefs et peut-être bientôt de porte-avions moderne, avec de nombreux problèmes techniques qui devraient trouver remède dans les mois ou années à venir. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.